Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans Hors Piste, l'entrepreneuriat touche-tous, l'émission où on fait son propre chemin, sans frein ni retour, et où l'on partage ses réussites, ses galères, pour ceux qui ont osé. Avec nous ce soir, nos deux chroniqueuses Jade et Madeleine. Bonsoir les filles. Bonsoir Lali, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous ai préparé une petite chronique et un jeu, histoire de mieux comprendre ce qu'est concrètement l'entrepreneuriat. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Pour ma part, j'interviendrai un peu plus tard pour parler d'entrepreneuriat féminin et vous faire découvrir, je l'espère, celles qui ont innové et bousculé les codes du business. Avec nous ce soir, nos trois invités, Axel Grodard et Mathilde Boucher, et aussi Marianne Leit. Axel, tu es le fondateur de la société de production Nestive. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Je suis le cofondateur donc d'une une agence de production qui s'appelle Nestive, qui est donc une agence de communication 360 degrés, dont nos secteurs d'activité principaux sont la réalisation vidéo et la capture photo. Et on se diversifie aussi en accompagnant beaucoup d'entreprises, notamment dans la création de supports graphiques, d'identité. On réalise aussi des stratégies de communication, etc. On accompagne les entreprises à 100%, on fait du développement de sites web, d'applications. Donc voilà. Mathilde, quant à toi, tu es la fondatrice de Bondos. Est-ce que tu peux nous en détailler un peu plus? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être là, en tout cas avec vous. Je suis donc la fondatrice de Bonne Dose, c'est des styles d'hydratation pour les femmes. Pourquoi j'ai créé Bonne Dose? Parce que ça part d'un constat personnel. J'ai un rein unique, donc l'hydratation, ça a toujours été un sujet chez moi, qui entraîne pas mal de conséquences. Chez nous, les femmes, c'est les cystites. On est beaucoup plus sujettes que les hommes. Les troubles digestifs, les maux de tête, les crampes, mais surtout l'énergie, parce qu'on est lié à notre cycle hormonal. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était pas que moi et ma situation personnelle, c'était toutes les femmes qui étaient touchées autour de moi. Donc c'est pour ça que je me suis formée en nutrition, je me suis rapprochée d'un laboratoire à Toulouse, et ensemble, on a créé donc des petites sucrètes qu'on vient diluer dans l'eau, qui est enrichie donc en vitamines et en électrolytes pour hydrater et vitaminer les femmes. Voilà. Mathilde, tu es aussi donc lauréate des 101 femmes de Matignon. Qu'est-ce que cela t'a apporté à toi et à ta marque? Bah oui, c'est une grande fierté. Donc j'ai été nommée du coup en juin 2025, donc juin dernier. En gros, pourquoi 101 femmes? Parce qu'il y a 101 départements en France et chaque femme représente justement un département. L'idée avec ce concours, en fait, donc qui est derrière, c'est l'État, hein, c'est le Premier ministre qui est derrière ce concours, c'est de justement promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Moi, c'est une cause qui me tient énormément à cœur parce qu'on n'est pas assez mise en avant. Donc ça, merci aussi de faire cette émission pour justement mettre à l'honneur les femmes qui entreprennent. Voilà, il faut se soutenir. L'idée, c'est de donner envie, de montrer que en fait, tout est possible, quelle que soit notre situation. Vraiment, dans ce concours, on a des femmes qui sont agricultrices, d'autres qui ont lancé des produits, des services, dans l'IA. Enfin voilà, tout est possible quand on est bien entouré, mais ça, c'est ce qu'on verra aussi aujourd'hui. Voilà. Et toi, Marianne, du coup, tu es la fondatrice de Buvette Bordeaux. Donc, c'est un bar qui n'a pas de carte, mais qui donne des recommandations par des experts et ton équipe sur une centaine de vins. Donc, vous l'avez vu, nous avons trois invités avec chacun un parcours différent. Alors, on en vient à se poser, mais qu'est-ce qu'entreprendre et qu'est-ce qu'un entrepreneuriat? C'est pour ça qu'on allait poser la question dans la rue et voici ce que ça a donné. Quand vous entendez le mot entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vous évoque? Prise de risque, difficulté et satisfaction. Ça me fait penser à tout ce qui est construction de projets et puis entreprendre dans la vie. Tout ce qui est vie professionnelle ou vie privée, donner des objectifs. Initiative personnelle. Une construction tout seul, c'est un peu un chemin qu'on entreprend tout seul et une construction d'un avenir par soi-même surtout, je dirais. Mon entreprise. Si je vous dis entrepreneur, est-ce que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose en particulier? Oui, je pense à 2-3 personnes dans mon entourage qui entreprennent à différents niveaux, donc d'où la notion un peu de difficulté, de challenge à relever. Moi je dirais Bernard Arnault parce que c'est une image très inspirante pour notre vie future. Quand on voit dans tous les projets où il s'est investi grâce au groupe LVMH, et qu'en ce moment on peut voir aussi qu'il est en train de vouloir racheter le groupe Kering. Ça peut donner vraiment envie. Ça m'évoque le milieu de la restauration surtout, parce que j'en connais, qui ont monté leur propre restaurant. Je pense surtout au travail et à la discipline,
à quelque chose qu'on est un peu dans l'ombre et qu'on montre pas forcément. Et c'est surtout les résultats qui choquent et qui sont parlants. Non, après, nous, on a beaucoup de petits entrepreneurs dans notre région et je trouve que les petits entrepreneurs, c'est important aussi. Sans plus tarder, passe à notre première chronique, la Minute Entrepreneur avec Madeleine. Alors très intéressant ce micro-trottoir. La vérité, c'est qu'on a tous une vision très romancée de l'entrepreneur. On l'imagine en costard, ambiance Loup de Wall Street, à taper sur la table en criant « sell, sell, sell ». Mais dans la vraie vie, l'entrepreneur passe 80% de son temps à régler des trucs qu'il n'avait pas prévus et les 20% restants à faire semblant d'avoir tout prévu. Alors oui, être entrepreneur, c'est être son propre patron. Mais c'est aussi être son propre stagiaire, son propre DRH et parfois même son propre service après-vente. En gros, c'est Koh-Lanta, sans l'île paradisiaque, sans la mer turquoise et sans Denis Brognard pour t'encourager. Et pour gagner l'épreuve d'immunité, il faut survivre à l'URSSAF. Brisons un mythe une bonne fois pour toutes. Non, entreprendre, ce n'est pas réservé au compte en banque à 5 chiffres. Non, entreprendre, ce n'est pas juste avoir une bonne idée. Ça, honnêtement, on en a tous et toutes déjà eu une sous la douche. La vraie différence, c'est ce que tu fais quand cette idée te regarde droit dans les yeux en te disant « T'es sûr que je vais aller le coup ?» Et c'est là que le courage entre en scène, parce que c'est ça le vrai truc. Les entrepreneurs, où vous avez cette petite folie très respectable de vous lever un matin en vous disant « Ce truc n'existe pas, bon bah je vais le créer ». Et tout le monde ne fait pas ça. La plupart d'entre nous, quand quelque chose n'existe pas, bon ben mince, dommage. Et pourtant, ils continuent. Même quand on leur conseille gentiment d'abandonner. Ils se plantent, ils recommencent, ils s'épuisent, ils s'acharnent, mais ils sont toujours là. Et pas parce que c'est facile, mais parce que ne rien faire serait encore plus difficile pour eux. Donc la prochaine fois qu'on vous dit « C'est quoi un entrepreneur ?» Oubliez le cliché du patron en Tesla. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi la voie la plus simple, mais clairement la plus vivante. Et pour ça, respect. Merci Madeleine pour cette super chronique. Maintenant, je crois qu'avec Jeanne, vous avez préparé un petit jeu pour nos invités. Tout à fait. Alors, on vous a préparé un petit jeu. Je vais vous citer plusieurs répliques et citations cultes. Et vous allez nous donner votre point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout avec cette vision ? Vous avez compris le principe ? Oui. Alors, notre première citation, elle est évidemment tirée du film Le Loup de Wall Street. La seule chose qui se tient entre vous et votre objectif, c'est cette histoire bidon que vous vous racontez sur pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. Axel, Mathilde, qu'est-ce que vous en pensez ? Tu veux commencer ? Vous en prie. C'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on est nos propres limites aussi. Après, je pense qu'il y a vraiment Enfin, on va voir ce que tu dis, Axel, aussi, mais je pense que ce qui est vraiment hyper important, par contre, dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. D'avoir aussi un cercle proche qui croit en nous, en notre projet, parce que ça va être déterminant, je pense, que aussi pour la suite et la pérennité aussi du projet. Voilà, moi, c'est plus comme ça que en tout cas, je lis cette question et cette citation, mais voilà. Hâte de connaître la vie d'Axel. Oui, tout à fait d'accord sur l'entourage, tout à fait d'accord aussi sur le fait que on peut être amené à se trouver des excuses. Moi, je sais qu'à la base, j'ai un parcours et j'ai une mentalité qui n'est pas du tout basée et pas du tout fait pour l'entrepreneuriat. Mon projet entrepreneurial, il a vu le jour parce que j'ai un ami mon associé, qui a beaucoup plus cette fibre-là. Et du coup, moi, j'avais une appétence pour l'audiovisuel. C'est quelque chose que je savais que je voulais faire et être amené à faire. Mais j'avais pas la volonté ou la prétention de me dire que je pourrais lancer quelque chose et que je pourrais être à l'initiative de tout ça. Donc, je partage cet avis sur l'entourage qui tire vers le haut, qui inspire et qui nous permet de balayer ces excuses-là et justement de réaliser des projets. Marianne, quelque chose à ajouter ou d'accord avec... Je suis plutôt complètement d'accord. Ouais, Ok, l'entourage est très bah, important. parfait. Une deuxième citation tirée du film The Social Network. Est-ce que vous êtes d'accord avec « Il faut bouger vite et casser des choses. Si tu ne brises rien, tu ne vas pas assez vite ». Alors déjà, c'est un film génial. C'est un de mes films préférés. Je suis d'accord en partie. En fait, c'est un mouvement et c'est une façon de penser qui a été très initiée par les entreprises de la Silicon Valley, avec Apple, Facebook, etc. Mais ça témoigne quand même d'une chose, c'est que ce qui est important, c'est de montrer et de produire, et que c'est pas les échecs qui définiront notre réussite. Enfin, c'est nos échecs justement qui définiront notre réussite future. Donc en fait, tester, échouer et recommencer. En l'occurrence, casser des choses, mais continuer à être dans le mouvement, à bouger vite, c'est ce qui est primordial et important, je pense.
Complètement d'accord aussi, forcément. Je pense que l'entrepreneuriat, si on peut le résumer, c'est test and learn, test and learn, test and learn, tomber, recommencer, test and learn. C'est vraiment un schéma, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais c'est en boucle. Le plus important, c'est de tester plein de choses. Moi, je dis toujours aussi un truc parce que ça revient un peu à la première question, mais 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on aura beau faire, refaire pour chercher la perfection. Il faut se lancer en fait. Et c'est comme ça qu'on va, en testant le marché, en allant aussi en confronter à nos clients aussi. On n'ose pas toujours, mais c'est vraiment hyper important. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser et du coup pérenniser encore une fois l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Et maintenant, on passe à une citation venant du professeur d'université américain Bill George. Vous allez sûrement être d'accord avec, ça rejoint un peu la question d'avant. L'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers le succès. Qu'est-ce que vous en pensez du coup ? L'échec, c'est hyper bon. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, on a testé et c'est pas... Enfin, si on n'avait pas testé, de toute façon, on ne pourrait pas savoir si on va y arriver ou pas. Donc oui, en fait, ça rejoint typiquement la citation précédente. Il faut toujours tester. Et oui, il paraît... Enfin, c'est véridique, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Et donc oui, c'est complètement un tremplin vers de futurs succès. Quelque chose à ajouter? Non, je suis... Bon, parfait. Donc, avant-dernière réplique, elle aussi tirée du Loup de Wall Street. Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe, sinon elle ne repasse pas 2 fois. Oui. Après, je suis plus partisan on a cette image de quelqu'un qui attend sur un quai et il y a ces trains qui arrivent et on te dit que le moment où tu réussis, c'est le moment où tu sautes dans ce train. Moi, je suis pas trop partisan de ça parce que pour moi, il n'y a pas un grand train qui est destiné à venir ou pas. Pour moi, il y a plein de petits métros, mais en fait, qui peuvent nous amener plus loin et qui peuvent nous amener donc à une prochaine gare pour prendre ce fameux train. Mais pour moi, c'est plus en fait, n'importe quelle opportunité est bonne à prendre et nous apprendra quelque chose. Donc, en fait, je vois plus ça comme le fait de saisir ces opportunités. C'est quoi exactement la citation déjà de base ? Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe, sinon elle ne repasse pas 2 fois. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas d'accord avec le qu'elle passe pas 2 fois. Je pense elle peut passer une deuxième fois d'une manière complètement différente. Mais je pense qu'on a plein de petits métros qui passent et qu'il faut savoir sauter dans un qui peut nous amener vers d'autres choses. Oui, parfait. Et lâcher prise aussi, beaucoup de lâcher prise. Parce que c'est vrai qu'on se met déjà beaucoup de pression dans notre quotidien. Et le fait de se dire... moi, je crois de plus en plus aux petits signes. Pourtant, je suis quelqu'un qui est à la base très terre-à-terre. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que si on n'a pas pris ce train, on prendra peut-être l'autre métro, ou il y a peut-être le 3e ou 4e qui arrive. Et en fait, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend aussi. Ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on se dit « Ah mince, j'ai loupé cette opportunité. Mince, j'ai pas eu ce contrat. Hein. » Maintenant, je me dis « C'est peut-être qu'il y a autre chose qui m'attend et ce sera quelque chose de meilleur. » Voilà. Super. Je suis d'accord, je trouve que dans cette citation, il y a un côté un peu fataliste, un peu de croire en le destin. Sauf qu'en fait, non, l'entrepreneuriat, c'est provoquer la chance. Et c'est justement pas se dire « Mince, j'ai manqué de chance sur ce coup-là. » C'est... faut trouver d'autres façons de créer et c'est comme ça qu'on avance. C'est challengeant aussi, j'imagine. Ok, super. Et on a une dernière citation du célèbre Jeff Bezos. Si vous décidez de ne faire que les choses dont vous savez qu'elles vont marcher, vous laissez beaucoup d'opportunités sur la table. Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'y vais ou... Vas-y. Alors oui, je suis d'accord. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on découvre un domaine d'activité, etc., on n'est pas amené à faire qu'une seule chose. En fait, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. On est à la fois stagiaire, on est à la fois gérant, on est à la fois cofondateur, on est à la fois barman, on est à la fois jardinier, on est à la fois... Voilà. Moi, je sais que quand je suis arrivé dans le monde de l'audiovisuel, j'avais une appétence pour ça, pour tout ce qui était réalisation vidéo, montage. Et maintenant, je fais de la création de chartes graphiques, je fais, je sais pas, j'apprends à mettre des lumières, ce qui n'est pas ce que je voulais faire à la base, mais en fait, c'est de l'adaptation. Et je pense que pour être un bon entrepreneur et un bon PDG, dirigeant, ou appelez ça comme vous voulez, mais je pense qu'il faut avoir un peu touché à tout pour connaître l'ensemble des corps de métier et savoir bien gérer son affaire. Complètement d'accord. Être polyvalent, un vrai couteau suisse. Un vrai couteau suisse et pas avoir peur. En fait, je pense quand même de base, il faut avoir une nature qui fait qu'on n'a pas peur de prendre des risques. Parce que sinon, ça va provoquer un stress en soi qui n'est pas vivable, je pense. Donc c'est couteau suisse et pas avoir peur de faire la petite main parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours, je pense. Et peut-être une certaine curiosité aussi pour, comme tu disais, tous ces domaines-là qui sont complètement... qui sont complémentaires, mais pas dans notre... Oui, des rencontres, ça amène des échanges, d'autres opportunités, donc d'autres métros en plus. Il y a plein de choses. Toujours les métros. Complètement. Et puis, il faut aimer l'humain.
Parce qu'en fait, si t'aimes pas l'humain, c'est compliqué d'entreprendre aussi, J'imagine. je pense. Ouais, tu veux rajouter quelque chose? C'est vrai que dans la citation de Jeff Bezos, moi j'ai peut-être compris un autre axe où en gros il dit qu'il faut être prêt à aller là où on peut se planter. Bon, Jeff Bezos, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est le plus riche. Donc effectivement, quand on a énormément d'argent, on peut prendre le risque de se planter. Quand on en a moins, on réfléchit à deux fois. Et non, on va peut-être pas là où on sait qu'on va se planter parce que quand on sait qu'on va faire un all-in sur la table, on réfléchit à deux fois et on analyse davantage. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Et à titre personnel, donc Mathilde, Marianne et Axel, est-ce qu'il y a un film, une personne ou une musique qui vous a inspiré dans cette démarche de l'entrepreneuriat? J'y vais. Moi, je suis très fan des films de Damien Chazelle. Donc, c'est tout ce qui va être La La Land, Babylone ou Whiplash. En fait, ça parle de. Alors, c'est pas basé uniquement sur l'entrepreneuriat, mais il y a une volonté de la poursuite du rêve, les sacrifices que tu es prêt à faire pour mener à bien ton projet, la discipline. En fait, chaque film prend un de ces axes-là, ce que j'adore. Et je suis aussi très partisan du film de The Social Network, qui je trouve est très inspirant, surtout quand on est jeune, étudiant, etc. Même si bon, tout n'est pas très bien à retenir de ce film non plus, parce que ça reste quand même une personne un peu catastrophique sur certains aspects, mais il y a une volonté de faire qui est inspirante, et il y a une volonté vraiment de se démarquer, de montrer, de créer en fait. Donc voilà. Merci. Moi, c'est plus une personne que je suis depuis le début. En fait, c'est le dirigeant, enfin le créateur de Mium Lab, qui est ex-Miraculous et Légumise. Parce que du coup, voilà, c'était compléments alimentaires. Il a révolutionné le marché des compléments alimentaires il y a 7 ans. Et j'avoue qu'en fait, j'ai un peu regardé aussi son parcours. C'est lui, en fait, qui avait qui s'était formé en nutrition à l'hôpital Bichat. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant, en fait, dans cette démarche-là, étant donné que je n'ai pas du tout de ce milieu non plus. Donc c'est vrai que c'est une personne que je trouve inspirante, mais voilà, qui est plutôt business, mais voilà, qui est aussi très abordable en plus de ça. Voilà. Mais t'as déjà pu le rencontrer, du coup, parler avec lui? Oui, tout à fait. Ça t'inspire encore plus? Oui, bah du coup, en fait, c'est vrai qu'il donne de très bons conseils aussi, et j'étais au tout début de l'aventure, donc hyper intéressant de pouvoir avoir cet échange aussi. Et comme tu disais, c'est le côté humain, du coup, de l'entrepreneuriat. Ouais, aussi côté humain, et aussi, je trouvais qu'en fait, c'était un des seuls, pour le coup, homme, en tout cas de ce que je voyais, qui, j'ai l'impression qu'il avait vraiment réfléchi aussi au projet en disant je fais pas seulement un complément alimentaire, je fais aussi un complément alimentaire et je transmets la bonne information encore une fois, pour pouvoir aussi échanger avec le labo, pour pouvoir donner encore une fois la bonne information aux consommateurs. Donc je trouvais ça intéressant en fait dans la démarche, et je voyais que les autres n'avaient pas forcément eu cette idée-là, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée comme ça aussi. Trop bien, merci. Voilà. Et toi, Marianne? Moi, j'ai plus été inspirée par des rencontres de personnes qui avaient mené à bien un projet similaire au mien, et voilà. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à Madeleine Nejad pour ce petit jeu. Merci de nous inviter et de nous avoir éclairé sur l'entrepreneuriat. Tout de suite, place à notre pause partenariat en collaboration avec Bonne Dose. Donc, pour cela, vous avez la chance de pouvoir gagner un lot d'une valeur de 40 €, qui est constitué donc de plusieurs sachets avec plusieurs goûts et d'un porte-monnaie de la marque Bonne Dose. Pour gagner ce jeu concours, il vous suffit d'être abonné à talkshow.hors-piste, de s'abonner aussi à bonnedose.co, de liker la publication du concours et de la commenter en taguant un ami. Le tirage au sort se fera le 14 décembre à 17h. Le gagnant sera contacté par notre équipe marketing. Bonne chance à vous. Merci encore à Mathilde pour ce magnifique lot. De retour sur le plateau, Marianne, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es donc la fondatrice de Buvette. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Eh bien, Buvette, c'est un bar à vin exclusivement biodynamique et naturel que j'ai créé il y a 3 ans et demi à Bordeaux, en faisant le constat que l'offre était, à mon avis, encore assez limitée dans la ville. Et le concept, c'est qu'on n'a pas de carte des vins, on a une sélection qui est très évolutive et qui est en constant changement. Et le but, c'est qu'on aide les clients à choisir, un peu comme dans une bibliothèque où les gens viendraient choisir leurs livres. Nous, on les aide à choisir leur vin. Super. Merci encore. Donc, nous sommes impatients d'en savoir plus sur ton parcours. Mais maintenant, place à notre chronique pionnière, l'audace au féminin par Jade.
Aujourd'hui, focus sur 3 femmes qui ont osé innover et inspirer à travers les époques. On commence au XVIIIe siècle avec Marguerite Blakey, une Parisienne avant-gardiste. Donc née en 1727, elle va épouser un commerçant anglais et va rapidement prendre elle-même les commandes de son magasin. En 1767, tout naturellement, elle décide d'ouvrir son propre magasin, le magasin anglais, qui va du coup surfer sur cette mode britannique qui envahit Paris. À une époque où les femmes avaient presque aucun droit, elle va obtenir une séparation de biens et ça va vraiment lui permettre de gérer librement ses affaires. Elle va être accusée à tort de banqueroute, notamment par son mari, mais elle va finir par être blanchie et va relancer avec brio son entreprise grâce au réseau qu'elle a su se construire au fil des années. Donc Marguerite Blakey, c'est vraiment une pionnière, un réel symbole d'audace féminine dans un monde d'hommes. Un bond dans le temps, direction les États-Unis avec Madame C.J. Walker. Née en 1867, elle est fille d'anciens esclaves et va être orpheline à 7 ans, mais elle va devenir la première femme millionnaire par ses propres moyens. Tout ça part d'un seul constat, d'un problème qu'elle partage avec beaucoup de femmes afro-américaines à cette époque, la perte de ses cheveux. Elle ne va pas trouver de solution et va donc décider de créer sa propre gamme de soins capillaires et va donc fonder une entreprise florissante. Surtout, elle va former et employer des milliers de femmes noires, leur permettant une indépendance économique qui, à l'époque, était vraiment inédite. Donc c'est vraiment une militante visionnaire qui a fait en fait de la beauté un véritable outil d'émancipation. Et enfin, cap sur le XXIe siècle avec Lucie Bache, ingénieure française et fondatrice de Too Good To Go. Je pense que tout le monde ici connaît cette application. Donc, face au gaspillage alimentaire, elle va décider de lancer en 2016 une application qui est très simple, mais qui est juste géniale. Permettre aux commerçants de revendre leurs invendus à petit prix plutôt que de les jeter. Résultat, Too Good To Go, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs, 350 millions de repas sauvés dans 19 pays. Lucie, du coup, vraiment incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont engagés, pragmatiques et surtout convaincus qu'on peut vraiment faire du business tout en changeant le monde. Et du coup, ces 3 femmes montrent chacune à leur façon que l'entrepreneuriat peut vraiment être un vecteur puissant d'indépendance, de transformation sociale et d'innovation. Et elle rappelle qu'il n'y a pas de chemin tracé, mais qu'en fait, chaque femme qui ose entreprendre va vraiment ouvrir la voie pour toutes celles qui suivront. C'est tout pour ma chronique, j'espère qu'elle vous a plu, c'était assez court, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur ces figures de l'entrepreneuriat et de manière plus générale, petite parenthèse, sur vraiment toutes ces femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire. C'est toujours très intéressant et voilà. Fin de la parenthèse, selon France Active, en 2024, il y avait 48% des femmes qui exprimaient cette envie d'entreprendre. C'est un chiffre qui est vraiment en nette progression ces dernières années. Et cette ambition, elle va même dépasser celle de leurs homologues masculins, qui n'étaient que 40% à exprimer cette envie de créer une activité la même année. Donc voilà, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Marianne, du coup, tu es la fondatrice de Buvette, comme Lali l'a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment motivé à te lancer dans cette aventure? Est-ce que l'entrepreneuriat a toujours été quelque chose que tu visais ou pas du tout? Ça n'a pas été toujours quelque chose que j'avais au fond de moi. C'est vraiment arrivé petit à petit. Je travaillais à Paris plutôt dans des bureaux en marketing, dans des entreprises qui commercialisent des spiritueux. Donc j'étais quand même dans le milieu des alcools. Dans le même temps, je me suis passionnée pour les vins naturels. Et ensuite, c'est venu à moi, c'était de plus en plus présent, cette envie de me rapprocher d'un métier plus humain et qui soit lié à ma passion. Et donc, c'est venu assez naturellement d'ouvrir mon propre lieu pour continuer de promouvoir ces types de vins auprès des consommateurs. On le sait, le monde du vin et de la restauration, c'est quand même un milieu qui reste assez masculin. Est-ce que tu as ressenti donc des obstacles particuliers en tant que femme entrepreneur? Alors, les obstacles, ça fait clairement partie du jeu quand on entreprend. J'ai pas ressenti particulièrement d'obstacles à l'entrepreneuriat en tant que tel lié à ma condition féminine. En revanche, c'est vrai que le côté une femme dans le vin à Bordeaux, là, il y avait un peu plus de doutes. Il faut, je trouve, davantage prouver qu'on a les connaissances. Et c'est peut-être plus à ce niveau-là, mais il suffit de faire changer les gens d'avis.
Très bien. Et du coup, comment le fait d'être une femme entrepreneur va influencer ta vision de l'entrepreneuriat et ta manière dont avec laquelle tu fais vivre ton projet? Alors moi, à mon échelle, ça influence clairement ma sélection. J'apprécie vraiment et j'ai un attachement à laisser la part belle aux femmes vigneronnes dans la sélection. Et je remarque que quand je conseille les bouteilles, c'est quelque chose que j'ai tendance à préciser comme un peu un argument. Quand c'est une femme qui a produit le vin, je trouve ça intéressant de le préciser. Et c'est vrai que c'est un lieu assez féminin. L'équipe est féminine, ça s'est fait naturellement. Il y a beaucoup de clientes femmes. Je pense que c'est un lieu dans lequel les femmes se sentent bien. Trop bien. Et une dernière question. Si une jeune femme de 22-23 ans venait te voir à Buvette pour te dire « j'aimerais ouvrir un lieu comme le tien », quels conseils, quels sont les 3 conseils que tu pourrais lui donner? Alors, premier conseil, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a ce petit truc en soi et qu'on arrive déjà à avoir le courage de passer le cap, c'est de continuer d'écouter cette voix intérieure qui nous pousse à aller plus loin. Deuxième conseil, c'est on l'évoquait aussi, de savoir s'entourer. Je pense qu'il ne faut pas hésiter dans nos proches, être entouré de gens qui vont nous soutenir, mais aussi de prendre contact avec des gens qui ont eu des projets similaires. Moi, il y a des gens qui m'ont inspirée. Je n'ai pas hésité à les rencontrer, à essayer de leur demander des conseils. Et tout ça, ça va être à la fois un gain de temps, à la fois un gain d'argent. Ça peut nous éviter de faire quelques erreurs ou ça peut nous permettre d'aller plus vite sur certains points. Et troisième conseil, vraiment très pratico-pratique, c'est le choix de l'emplacement. C'est vraiment le critère numéro 1 pour un emplacement et de la visibilité, du passage et une terrasse. Parfait. Merci beaucoup. Très inspirant. Merci Marianne. Vous pouvez retrouver Buvette sur Instagram. N'hésitez pas à faire l'expérience par vous-même. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, les réseaux d'accompagnement peuvent être un levier essentiel pour un entrepreneur. Parmi ces soutiens, les incubateurs. Sortons du plateau pour découvrir La Ruche, l'une des structures qui accompagne au quotidien les entrepreneurs à créer leur entreprise à Bordeaux. Bonjour, moi c'est Audrey Pelletier, je travaille à La Ruche depuis un peu plus de 2 ans en tant que responsable sensibilisation et partenariat. La Ruche, on est une structure d'accompagnement, un incubateur, on existe depuis 11 ans sur le territoire Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et depuis plus de 15 ans au national. Notre mission, c'est d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs à créer leur activité. Alors, un incubateur, c'est une structure d'accompagnement qui peut accompagner un porteur de projet qui n'est pas lancé, mais aussi un entrepreneur qui a déjà une activité pour développer sa société, son entreprise. L'objectif de l'accompagnement, c'est de donner toutes les clés et les bons outils pour démarrer ou développer. La différence entre un incubateur, une pépinière ou un espace de coworking, un espace de coworking, c'est plutôt un espace en commun entre plusieurs entrepreneurs. Une pépinière, il y a aussi la notion de partager des services ou des activités. L'incubateur, son rôle, c'est vraiment d'être au plus proche de l'entrepreneur pour l'accompagner en individuel ou en collectif. Alors à La Ruche, notre mission, c'est d'accompagner les personnes qui sont les plus éloignées de l'entrepreneuriat. Donc on va avoir 2 critères de sélection. Des personnes en fonction de leur situation socio-professionnelle pour s'assurer qu'on vient bien cibler les personnes les plus éloignées, mais aussi des projets à impact social et ou environnemental. Donc là, c'est plutôt sur la nature des projets. Le facteur de réussite quand on est accompagné, en tout cas à La Ruche, ce qui va compter, c'est d'être motivé et d'avoir envie d'aller au bout de son projet. Démarrer seul ou se faire accompagner, c'est une très bonne question puisqu'on estime que les entrepreneurs qui se font accompagner dès le démarrage ont 2 fois plus de chances de pérenniser leur activité après être accompagnés. Donc c'est vraiment super important. Alors pour vous donner un exemple d'entrepreneur qu'on a récemment accompagné et une belle réussite, j'ai envie de vous parler de Jawida qui a créé son service traiteur Cœur d'Oran autour de sa cuisine algérienne. Et c'est une super entrepreneur puisqu'elle a démarré il y a 3 ans en intégrant notre formation Marie Curie parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire de son talent de cuisinière. Et aujourd'hui, on l'accompagne encore dans le développement de son activité commerciale depuis qu'elle a créé son activité il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est super, elle est la suivre sur ses réseaux sociaux, traiteur Cœur d'Oran. De retour sur le plateau, donc Laurelane Monsalier nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Donc tu es la fondatrice de Maison Papy. Est-ce que tu peux vous expliquer un peu plus Maison Papy, qu'est-ce que c'est? Oui, alors Maison Papy, c'est un service de chef à domicile pour les repas du quotidien des seniors.
Donc sur le principe du batch cooking, on va venir une fois dans la semaine et on va leur préparer en une fois des repas pour toute la semaine. L'idée, c'est vraiment de leur proposer des plats qui sont équilibrés et qui sont variés, mais également leur proposer un lien social parce qu'on va venir pendant 3 heures dans leur cuisine. Il va y avoir des bruits de casserole, il va y avoir des odeurs dans la cuisine, ils vont pouvoir partager un moment, ils vont pouvoir apprendre aussi. L'idée, c'est pas qu'ils perdent plus en autonomie non plus, mais c'est vraiment de les accompagner et contrairement à des médecins, des infirmiers qui vont venir à domicile, c'est partager un moment agréable qui rythme la journée, les repas. Laureline, tu es justement une incubée de la ruche. Pourquoi avoir intégré un incubateur pour le lancement de Maison Papille? Alors quand j'ai intégré la ruche, donc je faisais partie du programme des Audacieuses, ça faisait 1 an que j'étais en activité. Et 1 an, quand on est seul aux manettes de sa société, c'est long. Du coup, j'avais vraiment besoin d'intégrer un incubateur pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui partageaient probablement les mêmes problématiques que moi, qui passaient par les mêmes montagnes russes et d'être accompagnée vraiment sur le développement. Je savais que j'étais à une étape qui était assez cruciale où j'avais mon offre qui était établie, mais je pense que j'avais besoin d'être aussi challengée sur cette offre-là et d'avoir des avis extérieurs, d'experts et autres pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. C'est pour moi, en tout cas, c'était vraiment l'étape cruciale pour pouvoir avancer. Super. Et qu'est-ce que l'incubation t'a le plus apporté? Déjà rompre la solitude, ça c'est ce pourquoi j'étais allée vraiment pour le coup. Quand on a des semaines d'ateliers avec d'autres entrepreneurs qui sont à des stades différents, déjà ça nous booste vraiment, c'est hyper enrichissant parce qu'on peut apporter aussi notre expertise. On s'enrichit des expertises des autres. Ça a permis de valider du coup mon offre, challenger d'autres sujets, supprimer voilà, des missions sur lesquelles j'allais aller qui pour moi allaient être une perte de temps. Donc ça, et vraiment pour le coup, les interventions de tous les experts. En fait, c'est sur vraiment le parcours entrepreneurial de A à Z, sur des sujets qui sont hyper différents, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc ça voulait dire aussi forcément aller voir potentiellement des experts un peu partout, perdre du temps. Là, on avait tout, en intégrant un incubateur, on a tout au même endroit. Donc c'est là où c'était hyper enrichissant. Et que dirais-tu à celles et ceux qui hésitent encore à aller dans un incubateur? Alors je pense que c'est vraiment se donner une chance de plus de réussir que d'intégrer un incubateur parce que quand on est seul et qu'on a la tête dans le guidon et qu'on a 1000 idées dans la tête mais qu'on ne sait pas comment avancer, ça permet vraiment de structurer, ça nous met un cadre, en fait ça nous challenge, on a des objectifs, ça nous met vraiment un cadre. Si on n'a pas envie de se lever le matin, là on est obligé d'y aller. Et rencontrer d'autres entrepreneurs, d'avoir des expériences, de parler de son projet parce qu'en fait moi j'avais fait l'erreur au début j'étais dans mon petit cocon, j'en parlais pas beaucoup, j'avais des avis un peu à droite à gauche mais des avis qui étaient plus ou moins bons et en fait on a la tête dans le guidon, on a une idée en tête, on veut aller vers là où on avait ce qu'on s'était dit au départ et en fait c'était pas forcément une bonne idée. Donc en fait avoir des vrais avis extérieurs c'est important et au début on n'a pas forcément envie. Parce que c'est notre idée, c'est notre bébé et on n'a pas envie d'avoir trop d'avis. Voilà, donc il faut être accompagné. Laureline, tu as eu un début de carrière dans le marketing agroalimentaire avant de te former à la nutrition et de lancer Maison Papille. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le moment où tu t'es dit « je dois créer ce service de chef à domicile » ? En fait, c'était pendant le confinement. Ma grand-mère, du coup, qui habite à Lyon, elle est hyper gourmande, elle est hyper sociable, elle veut toujours pique-niquer avec ses amis, elle est bénévole dans plein d'associations. Là, en l'occurrence, le fait qu'elle ait perdu ce lien social avec l'extérieur a fait qu'elle avait complètement arrêté de se nourrir. Donc, quand on lui posait la question de ce qu'elle mangeait, c'était pain, beurre, confiture avec du chocolat chaud, 3 fois par jour. Donc vraiment au niveau nutritionnel, on était à 0. Et quand elle a fait sortie du confinement, on s'est rendu compte qu'elle commençait à avoir vraiment des pertes de mémoire, à chuter, à avoir des troubles visuels. Et on s'était rendu compte que c'était vraiment lié à la nutrition. Et en fait, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, moi j'étais à Bordeaux en plus, je pouvais pas l'aider. Et quand je lui ai dit que j'allais faire appel à un portage de repas à domicile pour pouvoir l'aider, en tout cas de manière temporaire, elle m'a dit « Ah mais c'est comme ça y est, tu penses que je suis sur mon lit de mort ?» Et en fait, j'ai imaginé ce service avec elle en pensant au fait que elle avait des besoins nutritionnels, elle avait besoin d'être aidée à manger au quotidien, mais qu'elle avait aussi besoin de ce lien social-là et que potentiellement, si ma grand-mère était dans ce cas-là, c'est qu'il y avait plein d'autres personnes âgées qui étaient seules à domicile et qui avaient perdu ce lien avec l'extérieur. Merci beaucoup. Et Maison Papille ne fait pas que livrer des repas d'ailleurs. Un chef vient à domicile pour cuisiner, surtout pour interagir.
Au-delà de l'aspect nutritionnel, comment mesures-tu l'impact social et émotionnel de cette visite gourmande sur le quotidien d'une personne âgée ou isolée? Et est-ce que tu as une anecdote marquante à nous partager? Oui, alors comment on le mesure? Là, justement, avec la ruche Malakoff Humanis, etc., on va mettre en place une mesure d'impact social et nutritionnel à partir de janvier. Mais comment on le mesure? C'est que souvent, ce sont des proches qui font appel à nous en disant, bah voilà, j'ai un problème avec mon parent, mon grand-parent, voilà, il mange plus, on a fait appel à un partage de repas, ça marche pas, il jette, etc. Et en fait, on arrive à cibler vraiment la situation de départ qui est en général la dénutrition. Et au fil du temps, au fil des semaines, on se rend compte que les plats ne sont plus jetés. Quand le chef revient la semaine d'après, tous les plats ont été finis, pas jetés, qui reprennent l'envie de cuisiner, qu'ils ont envie de partager, parce qu'au début, ils sont un peu renfermés, ils restent dans leur coin. Et au fil des semaines, ils nous disent est-ce que je peux participer, est-ce que je peux éplucher, est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux apprendre. Et c'est là où on se dit que vraiment, pour le coup, le lien social, il a été hyper bénéfique. Ok, donc c'est un point hyper important de Maison Papy, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est vraiment le point hyper important. Au-delà du fait qu'on leur apporte des repas équilibrés, c'est une présence où on ne va pas leur parler de maladie, de vieillesse, d'un point faible. Et sinon, pour l'anecdote, moi, je fais plus de prestations à domicile. J'en garde une dans la semaine. Mais je remplace de temps en temps des chefs qui sont absents quand il n'y a pas d'autre chef qui peut les remplacer. Et l'été dernier, je suis allée voir le tout premier client qui a 93 ans. Et le chef, du coup, me racontait qu'il lui avait demandé quelle chemise il fallait qu'il mette pour mon arrivée la semaine d'après, parce que ça faisait tellement longtemps qu'il ne m'avait pas vue. Et il avait envie de m'impressionner, donc il avait montré plusieurs chemises pour ce repas. C'était trop mignon. C'est trop chou. Ça crée du lien, du coup. Oui, c'est ça. En fait, là, par exemple, chez ce premier client, ça fait 3 ans et demi que le chef va chez lui, toutes les semaines, sans exception. Donc, ils ont une vraie relation, en fait, entre eux. Ouais. Oui, c'est un vrai lien qui se crée. Il l'invite même maintenant en dehors le week-end pour prendre un café. Donc, c'est là où, en vrai, on voit qu'il y a un vrai lien qui s'est créé au-delà du seul aspect nutritionnel. C'est incroyable, bravo. Et donc, comme tu l'as dit, le batch cooking, c'est très tendance. Et comment as-tu adapté cette méthode qui vise souvent la rapidité pour les actifs à une clientèle de seniors ou de jeunes mamans postpartum dont les besoins et le rythme sont très différents? Et en quoi est-ce une alternative plus qualitative que le portage de repas? En fait, sur le principe, c'est vraiment la même chose. C'est du batch cooking à domicile. C'est juste que là, pour le coup, on va prendre le temps. La plupart du temps, si c'est des familles, ils vont pas être à domicile. Ils vont laisser les clés, ils vont revenir, les plats sont dans le frigo. Là, le senior, on sait qu'il est chez lui. Il est seul, en général, à domicile où ils sont en couple. Et c'est 3 heures de temps, de toute façon, sur lequel on va partager. Ils vont cuisiner, ils vont apprendre pas mal de choses. Mais ça reste de toute façon le même principe. Le seul plus qu'il y a pour les seniors, c'est que cet aspect lien social, mais aussi qu'on peut personnaliser les repas. On va prendre en compte leurs besoins. On va avoir un premier appel pour voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a vraiment une dénutrition? Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce qu'il faut personnaliser les menus? C'est ce qui est différent d'un batch cooking classique, on va dire, où là, on va proposer un menu, on va cuisiner, on va revenir la semaine d'après. Mais voilà, là, c'est vraiment en général, pour les familles, pour essayer de les décharger dans leur quotidien, et gagner du temps. Là, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre solution. Ils ne vont pas commander sur une plateforme de livraison. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Okay. Merci beaucoup. Et dernière question. Après Bordeaux, tu t'es rapidement développé à Biarritz, Paris et Lyon, et avec un chiffre d'affaires qui a triplé. Comment assures-tu que les valeurs fondamentales de bienveillance et d'écoute de Maison Papy restent au cœur de chaque prestation, même en pleine phase de forte expansion, et avec l'intégration de nouveaux chefs? Alors, tout simplement parce que chez nous, il n'y a rien qui est automatisé. On a sur le site internet un formulaire de demande de devis avec un simulateur de prix. Donc ça, c'est plutôt pour les familles, puisque les seniors ne remplissent pas le formulaire, évidemment. Ils nous appellent plutôt directement. Mais on a cette première partie d'échange où c'est encore moi qui essaye de faire un premier point sur les besoins. Moi, ou d'ailleurs un autre chef aussi qui est salarié. Mais on a toujours cette première partie d'échange. Il n'y a rien qui est automatique, qui ne clique pas sur je commande un chef, je choisis la date. Donc, on a cette première partie. Et s'ils veulent rencontrer une personne, s'ils veulent rencontrer le chef avant de la première prestation, on peut les envoyer. On peut leur dire, si ça vous rassure, il peut venir 15 minutes, échanger avec vous, etc. Donc ça, c'est le plus important. Et de toute façon, le temps qui est accordé à la prestation pour réaliser les 7 plats, par exemple, on a dédié un temps de 3 heures. Et ce temps, il est incompressible, quoi qu'il arrive. Ce sera 3 heures de temps. Donc, quoi qu'il arrive, même si on se développe, un chef, il va y passer 3 heures. Donc, c'est ce temps qui est précieux, finalement. Ok.
Bon, bah super. Merci beaucoup, Laureline, pour toutes ces infos et bravo pour ce beau projet. Merci pour toutes tes questions, pour toutes tes réponses. Pardon, c'était vraiment très passionnant. Pour clore cette interview, je vous propose de visionner un court spot pour justement rentrer en immersion dans votre univers. Bonjour, moi c'est Laureline. J'ai fondé la société Maison Papille, qui est un service de chef à domicile pour les repas du quotidien. Sur le principe, pour intervenir un chef qui vient une fois dans la semaine et en une session de quelques heures, il va préparer tous les repas de la semaine. On a une cible qui est plutôt senior. L'objectif, c'est vraiment de les aider à retrouver le plaisir de manger pour certains et juste le plaisir de vivre pour beaucoup parce qu'ils ont perdu le goût de manger. J'ai décidé de créer la société Maison Papille à la suite du confinement. J'avais envie de donner du sens à mon quotidien et ma grand-mère, à ce moment-là, avait perdu le goût de manger. Et je me suis dit comment allier la partie nutrition et lien social. La société, elle existe depuis mai 2022 et aujourd'hui, on réalise plus de 120 prestations par mois. Donc on a triplé le chiffre d'affaires en un an. Faire partie des audacieuses, ça m'a permis de prendre du recul sur la première année d'activité et d'être entourée aussi d'autres femmes entrepreneurs avec lesquelles on peut s'entraider sur des problématiques de l'entrepreneuriat. Impressionnant. Si vous voulez en savoir plus sur La Ruche ou sur Maison Papille, n'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Notre émission touche bientôt à sa fin, mais avant ça, on laisse la parole à nos spectateurs qui vous ont laissé des petites questions. Une petite question. Donc, Laureline, Axel et Mathilde, je vous laisse répondre à cette question. Alors, la question des téléspectateurs, c'est par où commencer quand on a une idée, mais aucune expérience dans l'entrepreneuriat? Je vous laisse y répondre comme vous voulez. Ça va être un petit peu en boucle, mais s'entourer. Tout simplement, aller frapper aux portes des incubateurs. Moi, je rejoins à 1000% du coup ce que tu as dit, Laureline. Moi, je fais partie d'un autre incubateur aussi, mais c'est le moment où, pareil, j'étais seule sur le projet pendant 1 an. Et le fait, en fait, d'aller justement frapper aux portes des incubateurs, aller poser des questions, comme disait aussi, du coup, Marianne, merci beaucoup. Ça aide en fait de toute façon à structurer le projet et à bien s'entourer justement pour pouvoir pérenniser encore une fois le projet et surtout se lancer parce qu'en fait on a tous, comme tu disais Madeleine, plein d'idées. Après derrière il faut quand même du coup la structurer et pouvoir du coup se lancer. Mais oui, s'entourer encore une fois. Oui, je partage également cet avis. S'entourer, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment essayer, échouer, recommencer. Et surtout, je rajouterais, moi, apprendre à se discipliner, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde, et moi le premier. Et en fait, c'est des choses qu'on est contraint de faire avec le temps et qui, je trouve, arrivent un peu trop tard dans un processus, alors que ça fait gagner un gain de temps dès le début. Donc j'aurais misé sur une bonne discipline dès le début, malgré les envies, malgré les sauts d'humeur, etc. C'est quelque chose qu'on apprend à contenir et à gérer, mais voilà. Et ne pas rater les métros? Jamais. Chaleureux. Globalement, alors le premier conseil, c'est effectivement s'entourer. Et ce qu'on a dit, ça c'est le premier conseil. Et je pense que je l'ai pas fait assez tôt. Mais ça, je pense qu'on fait tous l'erreur et on s'en rend compte après. Et c'est le premier conseil qu'on donne. Mais c'est surtout aussi d'arrêter de se mettre la pression sur le fait d'être entrepreneur. En fait, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et en fait, on va faire des erreurs, on va se planter, on va se relever, on va apprendre. Et ça, c'est normal. Donc, on peut pas être parfait tout de suite. Forcément, on se met une pression parce que parfois, il y a les banques derrière. On a établi un business plan, on veut absolument atteindre ce chiffre-là. On se met une pression énorme alors qu'on sait pertinemment que le business plan qu'on a présenté à la banque, c'est quelque chose qui est hyper optimiste, mais en général pas hyper réel non plus. On le sait tous. Et effectivement, se mettre un cadre, se poser vraiment les bonnes questions, d'essayer de pas grandir trop vite parce que moi, au début, j'ai grandi peut-être à un moment un peu vite et je me suis vite recentrée sur le pourquoi de ce que j'avais fait, vraiment l'essence même de la société, ce qui m'a permis vraiment de reprendre de l'énergie et de la motivation quand on a l'impression d'être submergé, on ne sait pas par où prendre les choses, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci Blessons à vous trois et à nos invités. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Notre émission touche déjà à sa fin, mais avant ça, petit rappel pour notre partenariat en collaboration avec Bonne Dose. Donc, n'oubliez pas ce magnifique lot à gagner d'une valeur de 40 €. Je vous rappelle les conditions pour jouer, c'est bien évidemment d'être abonné à bondose.co et au talkshow.orpiste. Le gagnant sera contacté le 14 décembre.
Encore une fois, un grand merci à nos invités, à nos chroniqueuses et merci à vous qui nous regardez. Souvenez-vous, entreprendre, c'est oser créer, mais surtout persévérer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Hors Piste. L'entrepreneuriat touche tous et je vous dis bonne soirée à tous.